Si on peut juste avoir les diapos introductifs de l'AFCA. Merci. Je suis Hélène Thioulet, je suis chargée de projet pour l'Association française contre l'amylose. Je vais juste remplacer Jean-Christophe Fidalgo, notre président, qui est en train d'arriver, mais il n'y a pas de souci. Alors. Ah, voilà. Juste pour vous présenter rapidement l'Association française contre l'amylose, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, on est une association qui a plus de 30 ans. On représente aujourd'hui 700 membres atteints de toutes les formes d'amylose. C'est une association qui a été fondée par une famille concernée par l'amylose héréditaire à l'origine et qui aujourd'hui a une gouvernance exclusivement composée de patients et de familles, donc avec 12 membres de notre conseil d'administration. Et puis donc on était historiquement à Marseille, mais maintenant notre siège est à Paris. Sachez que cette association, elle est partenaire donc des 4 filières de santé maladies rares, dont la filière cardiogène, des 4 centres de référence qui sont donc les centres de référence de l'amylose et bien sûr du réseau amylose. Et donc on est une association ressource pour tous les professionnels de santé libéraux comme les cardiologues. Donc ne pas hésiter à nous contacter. On a de nombreux documents qui sont destinés aux patients. Donc vous avez en bas notre adresse mail et un numéro de téléphone. C'est vraiment, voilà, on a des documents d'information pour les patients sur toutes les formes d'amylose, dont l'amylose cardiaque. Ne pas hésiter à nous contacter pour pouvoir distribuer des documents à vos patients. Et puis, voilà, schématiquement, on aime bien dire qu'on invite les médecins à prescrire l'AFCA, puisque nous, on est là, en fait, pour seconder l'accompagnement qui est proposé aux patients. Vous pouvez vraiment conseiller aux patients de contacter l'AFCA un petit peu à leur guise, parce qu'il faut savoir qu'on a une information fiable validée par notre conseil scientifique, donc on peut vraiment leur donner une information et prendre le temps, en fait, de leur donner cette information sur l'amylose. L'association, c'est aussi un réseau de patients qui s'entraident avec des bénévoles écoutants qui sont formés à l'écoute sur toutes les formes d'amylose et qui peuvent prendre le temps de passer 1 heure au téléphone avec un patient pour parler de la maladie et de la vie avec la maladie. On a des cafés virtuels par forme d'amylose, donc un café AL, un café sur l'amylose héréditaire, un café sur l'amylose sauvage, qui a lieu 1 fois par mois, où les patients s'entraident, s'écoutent, échangent sur la vie quotidienne. Et on peut aussi proposer quelque chose qui est parfois compliqué à trouver en pratique, un soutien psychologique par une psychologue et un accompagnement par une assistante sociale pour toutes les démarches administratives voilà, les démarches administratives dans tous les domaines de la vie. Et voilà Jean-Christophe, notre président. Merci. Donc, on vous rappelle, c'est les MAC, donc très dynamique. Vous pouvez challenger les orateurs, il ne faut pas hésiter, ils sont là pour ça, les modérateurs. Donc, il y a un take-home message à la fin, le résumé, un buzzer, terrible, action. Et puis, vous aurez la surprise des dessins de Lucie, qui n'est pas de l'IA, mais de l'IE, de l'intelligence émotionnelle, pour résumer. Et on vous verrait si Lucie résume mieux que nos challenges. Voilà, merci, je vous laisse lancer la session. Ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Thomas Bardin, donc, qui est rhumatologue et donc qui a une thématique de recherche axée autour des manifestations ostéotendineuses de l'amylose. Et donc, qui va vous présenter les premiers signes des amyloses systémiques. Écoutez, merci beaucoup de l'invitation. En tant que rebouteux, je suis quand même un peu intimidé par cette assemblée de cardiologues. Pour nous, c'est les princes de la médecine.
Et je vais faire de mon mieux pour vous raconter un petit peu les manifestations articulaires des amyloses qui nous amènent à voir ces malades et souvent avant vous, car ces manifestations sont précoces, d'où leur intérêt. Alors, pour nous, il y a 4 amyloses qui nous intéressent. Il y en a une qui nous a beaucoup intéressés autrefois, qui était la AA, parce qu'elle compliquait les rhumatismes inflammatoires. Elle n'a pas de manifestation articulaire et surtout, elle a pratiquement disparu du fait des biothérapies utilisées dans ces rhumatismes. Donc, il en reste 3. Et je vais commencer par la première, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé il y a quelque temps, qui n'a pas de manifestation cardiaque, mais, ou très très peu, mais qui permet de voir le spectre assez étendu des manifestations articulaires des amyloses à tropisme articulaire. Donc c'est une amylose qu'on voyait chez les dialysés, avec une fréquence qui augmentait avec la durée de survie en dialyse. Presque tout le monde était atteint après 10-12 ans de dialyse chronique, et ça augmentait aussi avec l'âge. Et c'était une maladie essentiellement articulaire, qui était d'ailleurs extrêmement invalidante. Les premiers signes, c'était généralement des canaux carpiens, comme par hasard, bilatéraux, sévères, souvent récidivants, qui étaient liés à l'accumulation de cette amylose dans la synoviale des fléchisseurs. Et le diagnostic à l'intervention était souvent évident pour le chirurgien, parce qu'il voyait des granulations. C'était très important. Ça s'associait d'ailleurs à une rétraction des doigts en flexion chronique très invalidante par ténosynovite des fléchisseurs. Il y avait aussi une atteinte des épaules affreuse pendant les séances de dialyse. Les malades souffraient de martyre. Et des signes d'imagerie avec un épaississement de ces tendons et les doigts au ressaut, là encore. Et puis, ce qui était particulièrement dramatique, c'est que ces malades développaient des arthropathies qui étaient tardives, qui survenaient vers 10-15 ans de dialyse, avec des lésions destructrices. Elles étaient multiples et c'était vraiment une véritable invalidité, c'était une catastrophe. On voyait aussi des atteintes rachidiennes, là encore des destructions des corps vertébraux, et puis, comme dans les autres amyloses articulaires, une infiltration des canaux des ligaments jaunes avec un canal lombaire rétréci. En revanche, il y avait très peu d'autres manifestations systémiques. Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus, et ce qu'il y a de merveilleux avec les néphrologues, et ils méritent un respect important, c'est qu'avec la dialyse, ils ont comme ça développé toute une série de complications iatrogènes, mais à chaque fois, ils ont trouvé la solution. Et là, en fait, la maladie était liée au fait qu'il y avait d'une part des membranes qui n'étaient pas assez perméables, qui ne laissaient pas passer la bêta-2 microglobuline qui s'épurait, et qui étaient aussi incompatibles avec des sécrétions cytokiniques qui augmentaient la sécrétion. Et maintenant, ça a pratiquement disparu parce qu'ils ont changé les bains de dialyse qui sont extrêmement purs, il n'y a plus de stimulation par des composants bactériens, et ils ont mis des membranes plus perméables et plus biocompatibles. Voilà, mais ça montre bien ce que peut faire une amylose articulaire avec des malades qui étaient extrêmement invalidés. Alors l'amylose à elle, ça vous la connaissez bien parce qu'elle donne des cardiopathies qui sont d'ailleurs pas sympathiques, et on trouve des manifestations articulaires dominées par le syndrome du canal carpien, et là aussi une atteinte articulaire, et puis quelques cas de rétrécissement du canal lombaire. Alors sa fréquence, elle est... En fait, c'est difficile de donner une fréquence dans l'amylose à elle parce que ça dépend beaucoup du type de recrutement dans les séries rapportées. Le syndrome du canal carpien est sans doute la manifestation la plus fréquente, jusqu'à 60% de certaines séries, et
elles peuvent être révélatrices de la maladie. L'atteinte articulaire, alors, elle a suscité beaucoup d'intérêt il y a 20 ans. Ça se voit donc dans ces amyloses à chaîne légère, et plus particulièrement dans celles qui compliquent un myélome. C'est une polyarthrite bilatérale et symétrique tout à fait chronique, qui peut être confondue avec une polyarthrite rhumatoïde, sauf qu'elle est séronégative et que ce n'est pas tout à fait pareil. L'installation est progressive. L'horaire des douleurs est variable. Vous savez, nous, on sépare clairement les douleurs inflammatoires qui réveillent la nuit avec une raideur matinale prolongée et les douleurs mécaniques, comme dans l'arthrose, qui font mal essentiellement lorsqu'on marche. Là, c'est un peu mixte. Les gonflements articulaires et périarticulaires sont extrêmement importants, souvent, avec une infiltration qui dépasse la synoviale, qui est aussi périarticulaire. Il y a une limitation douloureuse, et puis il y a cette ténosynovite défléchisseur qu'on a beaucoup vu chez les dialysés. Vous en avez une illustration, donc, avec cette contracture en flexion. Vous connaissez le shoulder pad. Et puis, il y a des nodules sous-cutanés qui peuvent être pris pour des nodosités rhumatoïdes. Donc, c'était une source de confusion avec cette maladie. Alors, le shoulder pad, vous connaissez bien, je pense, hein, il est pathognomonique de ce type d'amylose. Il peut être isolé, mais il peut aussi accompagner ces polyarthropathies avec parfois une macroglossie. Et à ce moment-là, le diagnostic est facile. Alors, je vous apporte ici une revue de la littérature qui a colligé 101 cas d'arthropathie amyloïde entre 1931 et 2012. Et vous voyez ici que donc les malades avaient des myélomes. Hein. Et vous voyez ici le diagnostic du myélome et quand même une précession extrêmement fréquente de l'arthropathie par rapport au myélome et j'imagine aussi à l'atteinte cardiaque. Alors vous voyez aussi que c'est généralement des polyarthrites, mais il y a des atteintes plus limitées. Voilà. Alors, du point de vue de l'imagerie, on voit des érosions aux zones d'insertion de la synoviale. Enfin, on peut en voir. C'est quelque chose qui était très, très important dans l'amylose des dialysés et que vous retrouvez ici. Voilà une image très caractéristique qui pourrait être un dialysé de 15 ans, hein, avec cette lacune dans la zone de réflexion de la synoviale. Hein, et il y a eu des fractures du col parfois révélatrices. Alors on peut faire des imageries plus importantes. Vous voyez que l'articulation est extrêmement infiltrée, gonflée. Et puis en IRM, en T1, c'est en hyposignal, avec sur le T2 souvent un signal un peu mixte. Et au PET scan, ça fixe. Bon, généralement, on n'a pas besoin de tout ça, bien sûr. Alors, le syndrome du canal carpien, il peut être associé à l'atteinte articulaire ou alors isolé. Il est bilatéral dans la quasi-totalité des cas. Ça, c'est une des caractéristiques de tous les syndromes du canal carpien amyloïde. Il est souvent révélateur et dès 1989, les gens de la Mayo Clinic insistaient sur le fait qu'il précédait le diagnostic d'amylose à chaîne légère de 2 ans en moyenne et ils recommandaient une histologie des fléchisseurs pour le diagnostic précoce. Alors, c'est très différent de la TTR dans ma modeste expérience, parce que j'en ai pas vu beaucoup, mais généralement, l'infiltration des fléchisseurs est évidente. Il y a des signes échographiques et les chirurgiens voient ça quand ils opèrent. Alors, quand ils opèrent une ATTR, ils ne voient rien du tout.
Et souvent, ceux qui sont un peu frisés demandent une histologie, même s'ils n'ont pas l'arrière-pensée de l'amylose à elle. Ça les intrigue. Le canal lombaire rétréci, qui est bien connu dans la TTR, existait aussi dans l'amylose dédialysée, et ça existe aussi dans les amyloses AL. On a eu un cas récemment à la Riboisière avec cette hypertrophie des ligaments jaunes que vous voyez là sur la coupe, sur la coupe transversale, voilà. Et donc un rétrécissement du canal qu'il faut généralement opérer. Et on trouve l'amylose dans les ligaments jaunes. Ce n'est pas très documenté, hein, mais chez notre malade, on l'a trouvé. Alors, l'amylose ATTR vous occupe beaucoup, je sais, parce que, si j'ai bien compris, ça devient de plus en plus important pour vous. Et là, il n'y a aucun doute que les manifestations rhumato-orthopédiques sont très, très importantes parce qu'elles sont fréquentes et précoces. Et donc, c'est une clé pour faire un diagnostic à un stade où les traitements spécifiques sont particulièrement intéressants. C'est important pour vous, cardiologues, parce que les antécédents rhumatologiques aident au diagnostic étiologique d'une insuffisance cardiaque et doivent faire évoquer l'étiologie amyloïde et devraient, lorsqu'elles sont présentes, amener à un raccourcissement, un arrêt de l'errance diagnostique et un raccourcissement du délai diagnostique. Pour les rhumatologues et les orthopédistes, là, on a un rôle important à avoir et on a... depuis un peu plus d'un an, entamé une véritable croisade pour tâcher d'informer les rhumatologues et les orthopédistes de l'importance qu'ils connaissent cette pathologie et qu'ils arrivent au diagnostic lorsque les malades sont opérés en faisant un examen anatomopathologique. Donc, ça permet le dépistage. Et ensuite, si l'amylose est là, ce sont les cardiologues qui prennent le relais, bien sûr, et ça permet un diagnostic très précoce. Alors, on sait ça par les séries cardiologiques que vous connaissez bien, hein, où on voit ces syndromes du canal carpien, ces canals étroits, ces doigts arceaux, ces ruptures du long biceps. Hein, initialement, ça avait été décrit comme des ruptures au coude. En fait, c'est des ruptures à l'épaule. Et même des antécédents de prothèse, dans toutes les séries qui ont été explorées, avec des fréquences relativement importantes. Les patients, les manifestations peuvent être associées, bien entendu. Et ce qu'il y a de plus important, c'est le délai entre ces manifestations et le diagnostic de la cardiopathie amyloïde. Donc c'est très précoce. Alors, il faut que nous, on connaisse bien ça, que les chirurgiens, que les orthopédistes connaissent bien ça, et que chez un certain nombre de malades ciblés, parce que bien sûr, on ne peut pas faire ça chez tout le monde, ce serait idéal, hein, mais il y a plusieurs centaines de milliers d'interventions orthopédistes tous les ans sur ces pathologies, et on n'a pas assez d'anatomopathologistes. Et puis, si on ne cible pas, la rentabilité diagnostique est très, très mauvaise. Mais lorsque, et je crois que Nicolas Bigorre va vous en parler mieux que moi, lorsque c'est des sujets un peu âgés, lorsqu'il y a des atteintes rhumatologiques associées, évidemment le moindre signe cardiaque, des atteintes systémiques, il y a quand même un certain nombre de malades, il faut penser à ce diagnostic et faire le diagnostic, faire la biopsie. Alors, je me suis particulièrement intéressé est-ce que l'imagerie nous aiderait à préciser les patients qui méritent, enfin, chez qui il faut absolument faire une biopsie. Alors, chez des malades généralement suivis à Mondor, d'ailleurs, et qui développent
des manifestations rhumatologiques parfois invalidantes, alors même qu'ils sont traités, qui ont donc une durée de maladie très importante, on voit des imageries très spectaculaires, comme par exemple ce tendon de l'épaule. Bon, vous n'avez peut-être pas bien l'habitude, mais d'habitude, c'est à peine la moitié de ça en épaisseur. Hein. Donc, les dépôts amyloïdes augmentent l'épaisseur des structures. À la colonne, c'est aussi bien connu. Voilà, plusieurs études montrent qu'il y a une corrélation entre l'épaisseur des ligaments jaunes et le caractère amyloïde du dépôt. Alors, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Hein. Non, mais je peux. Hein. Excusez-moi, je ne suis pas encore très bien réveillé, donc je suis un peu lent. Je ne suis jamais rapide, mais... Bon. À l'IMM, là, on a lancé une modeste étude. Et comme dans l'amylose dédialysée, il y avait des Belges fabuleux, des échographistes fabuleux, qui avaient montré qu'on pouvait faire le diagnostic d'amylose chez un dialysé rien qu'en faisant une échographie de l'épaule et de la hanche, parce qu'ils trouvaient un épaississement. Ils avaient même mis un seuil. Alors, j'étais très passionné par ça, et j'ai essayé chez nos dialysés. Alors, c'est très exploratoire, parce que vous voyez, les canaux carpiens, on en a 32, avec d'ailleurs beaucoup d'amylose. Et ça, c'est très reproductible. La mesure du rétinaculum, c'est relativement facile, mais malheureusement, ça ne donne rien du tout. C'est probablement très tôt. Ça pose d'ailleurs un problème, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi ces malades ont un syndrome du canal carpien. Hein. Ce n'est pas aussi simple qu'une compression mécanique. En tout cas, on ne voit rien sur l'amylose. On a regardé la hanche et l'épaule. Alors là, on a des reproductibilités terrifiantes pour l'épaule. La hanche, ça marche pas mal, mais on ne trouve rien. Et voilà, j'arrive à ma diapo de conclusion. Les manifestations rhumatologiques sont décrites dans les deux principales causes d'amylose cardiaque. Elles peuvent être révélatrices dans l'amylose à elle. C'est pas encore très bien... c'est beaucoup moins bien documenté que dans la TTR, mais c'est sûr qu'un syndrome du canal carpien avec une grosse synoviale, il faut absolument le biopsier parce que ça peut être une amylose et ça rend service quand même de faire le diagnostic 2-3 ans en avance. Et puis dans la TTR, vous savez bien que ces manifestations ont un rôle très important et que il y a toute une stratégie de biopsie qu'il faut apprendre aux rhumatos et aux orthopédistes. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci Thomas. Merci Thomas. Donc on va garder les questions pour la table ronde juste après. Et donc on va accueillir du coup le docteur Nicolas Bigorre qui va nous parler des prélèvements péropératoires pour faire le diagnostic de ces amyloses. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est un honneur de parler devant des cardiologues. Pour moi aussi, je ne pensais pas en commençant mon internat d'orthopédie il y a 20 ans que je parlerais devant une telle audience. Alors, je vais humblement vous parler de comment le chirurgien de la main peut participer au diagnostic de l'amylose à transthyrétine. Et on va commencer par un petit cas clinique qui est un vrai cas clinique. C'est un homme de 69 ans qui consulte la première fois pour un syndrome du canal carpien bilatéral. Il a dans ses antécédents une arthrose de genou pour laquelle il était opéré, une rupture de la coiffe des rotateurs également opérée récemment, et puis cliniquement, au moment de la consultation, il a des phénomènes de doigt-ressaut, également une rhizarthrose. Alors si vous avez bien écouté la présentation de Thomas, là, normalement, tout clignote et ça doit nous inciter à faire un prélèvement, sauf qu'on était en 2015. Donc évidemment, moi, je n'étais pas au courant, et donc on ne fait pas de prélèvement à ce moment-là. Si on revient 10 ans après pour son deuxième côté, qui est sévère, et depuis, il a été opéré donc, de prothèse de genou, et il a également une fibrillation auriculaire, et ce qui devait arriver arriva. Il a eu un diagnostic d'amylose à transthyrétine, et il est traité donc, pour ça depuis 1 an, et il revient via les cardiologues pour me voir et pour qu'on traite son syndrome du canal carpien. Comme disait Karam dans son travail en 2024, on a là une occasion manquée. C'est une occasion manquée il y a 10 ans, mais ça reste une occasion manquée et ce sont des présentations qu'on a quand même régulièrement. Alors comment le chirurgien peut aider à faire ce diagnostic ?
eh bien, on va voir un petit peu quel patient il faut qu'on cible. On sait qu'on est sur une atteinte systémique, donc il y a un certain nombre d'éléments au-delà de l'atteinte cardiaque, et même souvent précurseurs par rapport à l'atteinte cardiaque. Et ce qui va être important, c'est de voir un petit peu les facteurs de risque qui vont nous aider un petit peu à faire ces prélèvements. Dans la série qu'on avait fait au départ, on avait un taux de positivité des biopsies du canal carpien qui était fait sur des patients entre 60 et 80 ans de 18%. Donc 18%, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est difficile pour stimuler les chirurgiens à faire des prélèvements dans la mesure où finalement il n'y en a qu'un sur 5 qui est positif. Donc une espèce de lassitude qui s'installe, et si on fait 10 prélèvements et qu'on en a 10 qui sont négatifs, on se demande même si ça existe vraiment ou si c'est un artefact scientifique. Donc un certain nombre d'auteurs ont essayé de stratifier le risque pour essayer de cibler les biopsies, c'est ce que nous on avait fait. Et quand on regarde la littérature, on a un certain nombre d'éléments qui ressortent. Il y a certaines publications qui vont sortir des éléments plus que d'autres, mais finalement, ce qu'on peut ressortir, c'est un petit peu tous ces éléments-là sur lesquels il faut, nous, chirurgiens, qu'on soit un petit peu vigilants quand on va voir le patient avec son syndrome du canal carpien. Donc, soit un canal carpien qui est récidive, c'est-à-dire un patient qui a déjà été opéré dans les 10 dernières années, les doigts ressous, ce que disait Thomas, le canal lombaire étroit. L'association aussi avec une polyarthrose, donc des gens qui ont été opérés de prothèses de hanche, prothèses de genoux, la rupture de la coiffe des rotateurs et les problèmes cardio, évidemment, ça va de soi, et également la surdité, c'est ce que nous, on avait également montré et qui, quand même, est maintenant plus ou moins validé. Et donc, avec ça, quand on stratifie ce risque-là, quand on fait ce genre de biopsie, aujourd'hui, on arrive à quasiment un prélèvement sur 2 qui est positif. Alors, on a amélioré la spécificité du prélèvement en diminuant la sensibilité. Donc on perd un petit peu des patients en route, mais ça permet de passer un message qui est beaucoup plus entendable pour les chirurgiens, c'est-à-dire que finalement, on sait qu'on va pouvoir être gagnant, en tout cas sur la biopsie, une fois sur 2, et donc ça, ce sont des éléments qui passent bien, et puis après, à nous d'élargir un petit peu le champ des biopsies une fois qu'on rentre un petit peu dans la mécanique. Alors, tous ces patients qu'on a prélevés, avec Julien Janto qui parlera après, on les suit. C'est-à-dire que moi, je les lui envoie et il les suit. Et donc, on a 57 patients sur lesquels on a des données vraiment complètes. On en a encore plus d'une dizaine qui sont soit en attente de rendez-vous, soit en attente d'exploration. Entre-temps, les données ont un tout petit peu changé, mais on va partir sur ces données qu'on avait quand j'ai fait les diapos. Donc, on a 6 patients qui étaient positifs, en tout cas qui avait une amylose cardiaque au départ, et un patient qui a eu une amylose cardiaque sur le suivi, ce qui fait qu'on avait 84% des patients qui n'avaient pas encore d'atteinte cardiaque à 3 ans. Ça veut dire qu'on n'est pas trop mal, on est quand même assez précoce. Mais ce qu'on s'est aperçu, ce qu'on va chercher, c'est quand même des éléments un peu spécifiques. Parce que l'idée, c'est toujours la même chose, c'est d'essayer de stratifier les risques. Et donc, ce qu'on voit dans cette population, c'est essentiellement des hommes, vous voyez, qui sont quand même relativement âgés, 73 ans, et qu'ils avaient pour 6 d'entre eux une pathologie ostéo-articulaire associée, donc toutes celles que je vous ai dit avant, et pour la plupart, c'était un dos à ressaut. Donc ça, c'est bien, parce que le chirurgien de la main, il va traiter les deux problèmes. Le dernier avait simplement un problème cardio, aucune autre atteinte ostéo-articulaire, aucune autre atteinte systémique. Donc c'est peut-être 2 modes d'entrée dans la pathologie de l'amylose à transthyrétine. Ça, c'est assez intéressant. Puis celui qui a eu un diagnostic décalé, quand on reprend son dossier, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui auraient pu peut-être... Alors, soit il a été loupé sur le départ, soit il était un peu entre deux. Donc, voilà. Donc ça, c'est celui qui a été diagnostiqué à 20 mois. Alors, ce qui était le plus surprenant, c'est que un certain nombre de patients n'avaient pas eu la biopsie lorsqu'ils avaient été opérés du premier côté. C'est exactement le cas clinique que je vous ai montré juste avant. Et lorsqu'on prend les patients qu'on a biopsiés, lorsqu'on leur a fait le deuxième côté, vous voyez que ceux qui n'ont pas encore d'atteinte cardiaque à 3 ans, il y en a beaucoup moins, puisqu'on passe de 84% qu'on était tout à l'heure à 64%. Donc ça montre bien qu'on a du retard, qu'on a pris un retard sur le diagnostic de l'amylose à transthyrétine. Et donc, il est vraiment important de faire ce diagnostic, de faire ces biopsies dès le premier côté.
Alors, qu'est-ce qu'on va prélever, nous? Eh bien, Thomas l'a déjà un peu dit tout à l'heure. Et nous, on s'était posé la question tout au départ, maintenant plus de 5 ans, de quel tissu prélever. Alors, à l'époque, aujourd'hui, ça semble facile, mais à l'époque, on s'est quand même posé la question, est-ce qu'on prend le ligament, comme dans le canal lombaire étroit? Est-ce qu'on prend le tissu ténosynovial, comme c'était déjà un peu fait sur quelques séries de canal carpien et dans l'arthrose? Est-ce qu'on prend les tendons, comme dans la coiffe des rotateurs? Ou est-ce qu'on prend le nerf? Bon, ça, le nerf, c'était une très mauvaise idée, puisque pas rendre service à nos patients. En tout cas, ça va être un petit peu extrême. Donc finalement, on avait comparé le ligament et le tissu ténosynovial. Rapidement, on a vu que le tissu ténosynovial était beaucoup plus sensible dans les prélèvements et que finalement, le ligament n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc on l'a abandonné. Et Ozdag nous a donné raison aussi, puisque lui, il a publié ce travail-là. Et il a bien montré que c'était le tissu ténosynovial qu'il fallait prélever, qu'il fallait biopsier, puisque c'est lui qui va donner la meilleure spécificité et la meilleure sensibilité par rapport au ligament. Donc on n'a qu'un seul prélèvement à faire, et ça c'est plutôt intéressant. Du coup, c'est facile à faire pour un chirurgien. Alors comment on va le faire? Donc c'est là où je vais essayer de rendre la chirurgie du canal carpien la plus facile possible. Vous voyez, quand on est chirurgien de la main, on va pouvoir faire le canal carpien selon ces quatre options. L'abord classique, c'est une grande cicatrice dans la paume de la main. Le mini-abord, c'est une toute petite cicatrice. Et l'endoscopie, c'est donc avec une caméra qu'on va déboucher le canal carpien. Et puis après, on va le mettre un petit peu à part, c'est l'échographie. Et finalement, là, c'est de la libération du canal carpien en percutané, donc sans cicatrice. Donc, Ozdag, dans une autre série, a comparé l'abord classique, donc la grande cicatrice, à l'endoscopie, et il a montré que les prélèvements, en tout cas, le taux de positivité était plus important dans les abords classiques que dans l'endoscopie. En fait, le vrai problème, je pense en tout cas que ce n'est pas un problème de technique opératoire, mais c'est un problème de volume significatif de tissu qu'on va prélever. Et donc le problème n'est pas, pour communiquer avec vos orthopédistes près de chez vous, mais le problème, ce n'est pas de modifier les techniques, c'est de considérer que la biopsie, c'est une intervention dans l'intervention. Et donc, on crée une deuxième intervention, donc il faut se mettre dans les bonnes conditions pour prélever le volume le plus important de tissu synovial pour être sûr que l'anapate ne passe pas à côté. Et donc, finalement, l'abord classique, c'est possible, le mini-abord, c'est possible, même l'endoscopie, c'est possible dans la mesure où on est plus ou moins sur les mêmes tailles de cicatrices que les mini-abords, à condition, encore une fois, de se mettre dans les bonnes conditions. Quant à l'échographie, comme c'est du percutané, évidemment, on ne peut pas faire de prélèvement. Et puis le plus important, en tout cas pour moi, et c'est ce qui m'a fait tomber dans la marmite de l'amylose à transthyrétine, c'est le réseau. Le réseau, moi, chirurgien orthopédiste, il a fallu m'apprendre ce qu'était l'amylose, et en plus l'amylose à transthyrétine. Et à partir de là, on a commencé à s'y intéresser avec Julien Jantot. Quels étaient les facteurs de risque, comment on prélève, qu'est-ce qu'on prélève, etc. Tout ce que je vous ai montré. Une fois qu'on a fait ce travail-là intellectuel, c'est pas facile pour des orthopédistes, eh bien, il a fallu communiquer avec les anapathes. Alors, ça, on l'a fait en même temps. Et donc, les anapathes, il faut leur demander quelque chose de précis. Sinon, ils ne vont pas aller explorer. Sinon, ils ne vont pas faire les colorations nécessaires. Donc, on va leur demander de faire une coloration rouge Congo, de faire une immunohistochimie. Et eux, ils vont nous rendre ensuite la biopsie. Bon, en l'occurrence, là, positive. Mais une fois que je reçois la biopsie positive, qu'est-ce que j'en fais? Lorsqu'on avait fait une table ronde il y a 2 ans, à la sortie de la table ronde, à la Société française de chirurgie de la main, à la sortie de la table ronde, on m'a dit, mais le problème, c'est que moi, j'ai des biopsies positives et j'arrive pas à trouver de cardiologue qui s'intéresse à l'amylose. Et donc, moi, j'avais la chance, un cardiologue qui est venu me voir pour m'intéresser à l'amylose, donc c'était beaucoup plus facile. Et donc, la question, c'est quel cardiologue pour poursuivre les examens, qui fait quoi, quand et comment, c'est-à-dire quels examens, etc., qu'est-ce qu'on fait avant la consultation ou pas. Et donc, c'est tout ce réseau-là qui est intéressant, qu'il faut construire, où qu'on se situe sur ces 3 intervenants, en sachant que le petit bonhomme en bleu peut aussi être un rhumatologue. Hein, je n'ai pas de xénophobie contre les rhumatologues. Et donc, voilà. Et maintenant, le réseau, vous avez vu que la flèche entre l'orthopédiste et le cardiologue, il va dans un sens, mais en fait, la flèche, elle va aussi dans l'autre sens, puisque maintenant, les cardiologues nous envoient aussi les canaux carpiens à opérer une fois qu'ils ont fait un diagnostic d'amylose à transthyrétine. Donc tout ça, c'est très important.
Voilà un peu les éléments sur lesquels on peut insister pour éduquer les chirurgiens de la main pour faire ces prélèvements. Alors on le fait régulièrement. On a invité Thibaut demain sur une table ronde à la Société française de chirurgie de la main pour parler encore d'amylose. Donc on apprend à identifier les facteurs de risque. On apprend à nos collègues comment faire, qu'est-ce qu'il faut prélever, comment et pourquoi. Et surtout, le plus important, et c'est ça vraiment qui fait qu'on va passer le pas, c'est qu'on ait un réseau un réseau local qui soit bien structuré et qui facilite un petit peu les transmissions d'informations. Et les patients sont vraiment contents que les choses fonctionnent de manière assez aisée, et pas de se retrouver avec un morceau de papier avec une biopsie positive et puis de se débrouiller comme on peut pour trouver le bon cardiologue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a rattrapé presque les 2 minutes de tout à l'heure. Donc, la troisième présentation, c'est Julien Jeannetot, qui va nous parler de l'organisation du bilan et du suivi des patients porteurs d'une amylose rhumatologique. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici et puis ravi de prendre la suite de mon ami Nicolas Bigorre. Alors, je dois vous parler du bilan et du suivi des patients porteurs d'une amylose à transthyrétine rhumatologique. Voici mes liens d'intérêt. Alors, je vais essayer de reprendre un peu la même forme que Nicolas Bigorre. Pourquoi, qui, comment et combien de temps? Alors, pourquoi ça paraît assez logique? Il y a un postulat scientifique, c'est que dépister plus tôt devrait permettre d'améliorer le pronostic de nos patients. Ici, une très belle étude parisienne et londonienne qui montre que quand on diagnostique à un stade très précoce, le stade 1A NAC, avec un NT-proBNP bas et des diurétiques à faible dose, le pronostic des patients est bon, excellent. Et même ce qui est très intéressant dans ce papier, c'est que lorsque la présentation clinique était extra-cardiologique, et le pronostic était encore meilleur. Donc c'est typiquement les patients qui vont être positifs sur une biopsie extracardiaque. Et lorsqu'on regarde les études pharmacologiques, on voit le progrès qui a été fait et que finalement le groupe placebo des dernières études a un meilleur pronostic que le groupe traitement des premières études, ce qui tente à prouver qu'un traitement précoce améliore le pronostic. Alors qui biopsier? Le canal carpien, Nicolas Bigorre vient d'en parler. La rupture du long biceps brachial, sans doute non, puisque le traitement est le plus souvent conservateur. Les ruptures de coiffe de rotateur, c'est possible dans la portion intra-articulaire du long biceps. Et puis, le doigt Rosso, c'est possible aussi. On a quelques cas positifs dans notre série. Les biopsies peuvent être faites au niveau de la poulie, au niveau du tendon, au niveau de la synovia. Je voudrais m'arrêter de 2 minutes et porter à votre réflexion 2 études sur le canal lombaire étroit. D'abord, une étude danoise rétrospective sur les données de santé danoises. 44 500 patients ont été retrouvés avec une chirurgie du canal lombaire étroit et ils ont regardé le nombre d'amyloses diagnostiquées à 10 ans. Et on voit qu'effectivement, le risque relatif est multiplié par 2,29. Mais si on regarde un peu le risque absolu, il reste que très faible et finalement, un patient sur 500 opéré d'un canal lombaire étroit va avoir une amylose à transthyrétine diagnostiquée à 10 ans. Deuxième étude que je voudrais porter à votre réflexion, c'est cette étude prospective danoise. On avait présenté en Bibliose il y a 5 ans cette étude où 250 patients référés pour canal lombaire étroit, prélèvement systématique, 37% de positivité. Alors ce taux de positivité, comme ce que Nicolas Bigorre vient de dire pour le canal carpien, ça peut être amélioré, très certainement par l'IRM lombaire préopératoire. Il y a une équipe belge qui devrait publier des taux de positivité autour de 60% avec une IRM qui montre quand il n'y a pas de discopathie, que c'est juste le ligament jaune qui est épaissi. Mais donc une forte positivité, effectivement, lorsqu'on fait des prélèvements. Mais cette équipe suédoise vient de publier ses résultats à 6 ans. Il y avait 0 patient au stade
de la biopsie positive du canal lombaire étroit qui était positive sur le plan cardio. Et il y a eu 16% des positifs qui ont été diagnostiqués avec une atteinte cardiaque à 6 ans, mais sur le plan numérique, vu qu'il y a eu des pertes de vue, il n'y a que 3 patients sur les 250 patients biopsiés, finalement, qui ont eu un diagnostic d'amylose, plutôt une amylose peu évoluée, à 6 ans. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'un premier message de ma présentation, c'était on n'est pas certain du rapport coût-efficacité de ces biopsies extracardiaques. C'est beaucoup de patients à biopsier, une surcharge des services d'anatomopathologie. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça reste à prouver sur des séries prospectives. Et le deuxième élément que j'aurais porté pour la discussion, c'est, on verra bien le résultat final des études prospectives, mais on a l'impression qu'il y a des patients qui vont développer des amyloses à transthyrétine sauvages sans jamais avoir d'atteinte cardiaque. Comment on les prend en charge? Quel traitement on leur propose? Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant que la biopsie est positive? Eh bien, on va utiliser nos outils du quotidien. Alors, l'échographie, comme vous le savez, on ne va pas attendre l'HVG. Dans les séries sur les transthyrétines mutées, on sait que ça va être absent dans 40% des cas, et même déjà dans les séries tout venant d'amylose, dans 90% des cas. On va pas, le strain ventriculaire gauche seul ne va pas suffire. On le sait déjà dans l'amylose tout venant que la sensibilité du strain est imparfaite, encore plus dans les formes débutantes. Donc il nous faudra une évaluation échographique multiparamétrique avec des critères géométriques, des critères d'atteinte VD, des critères de strain, et peut-être des marqueurs plus précoces que sont le strain de l'oreillette gauche, pas toujours facile à réaliser en pratique, et le Doppler tissulaire que j'utilise beaucoup, qui est beaucoup plus robuste et très utile en pratique clinique. Bien sûr, et ça sera l'objet d'une session dédiée juste après, mais clairement, dans ces diagnostics précliniques, il va y avoir un rôle de l'IA. J'avais été marqué par cette publication qui, ici en bleu, on a les patients qui vont avoir au final une scintigraphie positive et en orange, ceux qui vont avoir une scintigraphie négative. Et l'IA ECG et l'IA échographie avaient généré des taux de probabilité significativement différents 3 ans avant le diagnostic clinique. Particulièrement intéressant dans cette situation où on cherche un suivi longitudinal des patients. Alors, c'est le sujet principal de suivi de ces patients avec biopsie cardiaque extracardiaque positive, c'est pourquoi pas utiliser les biomarqueurs troponine BNP. Si on prend une population tout venant d'amylose, on sait que déjà le NT-proBNP et la troponine ont une belle valeur prédictive négative pour 180 de NT-proBNP, 14 de troponine sur cette série. Cette cohorte italienne française avec validation par la cohorte anglaise, avec très peu de faux négatifs lorsqu'on associe les deux. Si on prend spécifiquement une série du canal carpien, ici c'est une série rétrospective danoise, ils ont retrouvé des patients qui avaient une chirurgie du canal carpien 5 à 15 ans avant, et 250 patients ont répondu positivement et ont été dépistés d'amylose. Et là, chez ces patients, donc il y en a eu 13 positifs, une troponine supérieure à 13 avait une excellente valeur prédictive négative, et un NT-proBNP, alors avec des critères selon l'âge, donc 75 à 75 nanogrammes par litre avant 75 ans et 250 après, pareil, excellente valeur prédictive négative. Mais ça reste une série rétrospective, et on a peu de données prospectives. Il y a cette série espagnole. Donc, ils ont fait des biopsies systématiques chez 250 patients avec canal carpien. Et sur le moment, 13 patients ont été diagnostiqués avec une amylose cardiaque. Et on voit, c'est de la troponine T ultrasensible, que là, le seuil de 13, dans cette série prospective, il ne fonctionne pas. Même le seuil de NT-proBNP ne fonctionne pas, et même l'association des deux ne fonctionne pas pour tous les patients. C'est la seule série prospective publiée à ma connaissance, et on n'a pas encore
l'évaluation à 5 ans. Et il y a une deuxième série prospective, c'est la nôtre, qui n'est pas publiée. Nous, on a actuellement 8 patients diagnostiqués, plutôt, on va dire, au moment du diagnostic de canal carpien positif. Et déjà, sur les 8, 2 patients qui ont une troponine normale, avec une limite, c'est que c'était une troponine I, et un patient avec un NT-proBNP normal. Donc finalement, cette valeur prédictive négative excellente des biomarqueurs dans la littérature médicale actuelle, je ne suis pas certain qu'elle sera aussi excellente lorsqu'on aura les publications définitives des séries prospectives. Ici, je vous montre un des patients qui avait des biomarqueurs négatifs. Il avait pourtant des signes ECG échographiques assez francs, avec un strain que j'ai trouvé à -13, et c'était une forme extracardiaque prédominante d'amylose. Bien sûr, quand on aura un de ces examens, ECG, échographie, biologie, douteux, on ira plus loin avec notamment la scintigraphie. Alors combien de temps on va faire ça? Eh bien là, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de consensus d'experts. Est-ce qu'on applique le même schéma que pour les patients avec TTR muté, auquel cas ça serait biologie, ECG, échographie tous les ans, et puis scintigraphie tous les 3 ans ou IRM scintigraphie en cas de doute? Combien de temps on va le faire? Si on prend la dernière méta-analyse sur le sujet, c'est 6 ans, le délai moyen entre la chirurgie de canal carpien et le diagnostic. Si on prend l'étude rétrospective danoise, où ils ont rappelé les patients, souvenez-vous, entre 5 et 15 ans, ce qui est intéressant de voir, c'est que ceux qui étaient positifs, c'était plutôt entre 5 et 10 ans. Ils n'ont pas eu de positif entre 10 et 15 ans. Peut-être un petit signal. Je voudrais terminer avec un cas clinique pour vous montrer que ce n'est pas facile. Un homme de 72 ans qui nous est adressé par Nicolas Bigorre pour une biopsie positive dans la synovia du canal carpien. Voilà, donc là on se dit que ça va être positif puisqu'on a des biomarqueurs positifs. On a, le strain n'est pas facile à réaliser. On a un ECG qui n'est pas normal avec un BAV1 notamment. Et finalement, l'IRM cardiaque normal, scintigraphie osseuse, Perugini 0. Et pourtant, l'évolution est défavorable et le patient est symptomatique. Et ça, c'est un autre message que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on vous adresse un patient avec une biopsie positive, vous devenez son cardiologue. Et il n'y a plus que l'amylose. Et ce patient, en fait, il était coronarien. Et il avait une coronaropathie sévère. Et il a été nettement amélioré par la revascularisation. Et puis, quelques années plus tard, les biomarqueurs sont à nouveau ont réaugmenté. Et là, la scintigraphie a fixé. Et il est traité par tafamidis actuellement. Et on est revenu à des niveaux de biomarqueurs qui sont les mêmes qu'en 2020. Donc en conclusion, c'est une formidable opportunité, effectivement, que les chirurgiens de la main ou les chirurgiens orthopédistes nous donnent, de diagnostiquer des patients beaucoup plus précocement. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'on ne va pas surcharger les consultations de cardiologie? Est-ce qu'on ne va pas surcharger les anatomopathologistes? Il va falloir que les études prospectives répondent à cette question et puis très certainement perdre en sensibilité, comme tu disais Nicolas, pour augmenter en spécificité. Et je terminerai avec cette frise que nous avons fait avec Nicolas Bigorre. Donc, qu'est-ce qui se passe après une biopsie positive? Premièrement, et ça c'est très important, d'avoir le chirurgien qui informe son patient de la positivité de la biopsie. C'est beaucoup de temps gagné pour la consultation du cardiologue derrière. Deuxièmement, et ça c'est extraordinaire quand c'est fait, et on a la chance chez nous que ça soit fait, c'est le chirurgien, l'équipe ou chirurgien qui prescrit troponine BNP aux patients. Et donc ça va permettre, parce qu'on connaît la démographie médicale, les difficultés d'accès au cardiologue, et donc ça va permettre d'un peu voir s'il faut voir le patient rapidement ou pas. Ensuite, il y a l'évaluation cardiologique avec ECG et échographie. Ensuite, la scintigraphie, s'il y a la moindre anomalie sur un des 3 critères biologiques, ECG, échographie. Et le traitement, si la scintigraphie est positive. Il ne faut pas oublier qu'il faut quand même faire un test génétique. C'est certain qu'il s'agisse d'une amylose sauvage. Nous, on n'a que des sauvages pour l'instant. Et puis, la question qui est souvent posée, c'est
vu les problèmes d'accès aux soins, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter juste aux biomarqueurs? Moi, je suis convaincu que non, que les biomarqueurs seuls ne vont pas suffire pour exclure formellement une amylose, une localisation cardiaque d'amylose. Et très certainement, on pourra céder des outils d'IA pour suivre prospectivement nos patients sur le plan cardiologique. Je vous remercie. Merci à nos 3 orateurs pour ces présentations qui vont bien sûr ouvrir à des commentaires, à des discussions, à des interrogations, peut-être des inquiétudes même. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sylvia. Merci beaucoup pour la qualité de vos présentations. J'ai effectivement 2 questions. Un, j'ai compris que vous avez diagnostiqué aucune amylose à L. Tout à fait, 0 à L. Alors, ce que disait Nicolas, c'est que souvent, les patients qui sont référés au centre de la main pour un canal carpien, ils n'y vont pas aux premiers symptômes. Ils mettent souvent 6 mois, 1 an à aller voir le chirurgien de la main. Et c'est peut-être les rhumatologues qui voient les patients en premier qui, eux, peuvent voir des amyloses à L, mais certainement que par le biais du recrutement, il ne peut pas trop y avoir d'AL. Et ma deuxième question pour Nicolas, vous prélevez les biomarqueurs, est-ce que vous les informez aussi que vous allez faire une biopsie dans cet objet d'amylose? Enfin, est-ce qu'il y a une discussion en amont avec le patient? Oui. Avant le... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on leur explique que à cet âge-là, on est sur des patients un peu vieux, hein, au-delà de 60 ans, désolé, pour le canal carpien en tout cas, et donc on leur dit on va chercher d'autres causes que simplement l'atteinte dégénérative du canal carpien, voir s'il n'y a pas d'autres maladies. À la consultation de départ, sans forcément rentrer dans les détails, parce que l'idée, c'est pas forcément de faire clignoter tous les signaux d'angoisse, surtout si la biopsie revient négative. Donc non, on les informe qu'on va faire une biopsie, simplement pour l'évaluation d'autres éléments que l'atteinte simplement vieillissante du canal carpien. Je voudrais juste intervenir sur le distanciel, parce que je vois la salle est totalement déchaînée, il y a plein de questions, mais Thomas Bardin, qui nous a fait le plaisir de venir, doit partir pour le Vietnam juste à l'heure, et Nicolas doit intervenir au Congrès de la main sur l'amylose. Donc je ne sais pas combien de temps vous nous donnez, c'est vous qui décidez quand est-ce que la session doit s'arrêter. Et donc la question tout de suite du chat, c'est et si on rajoutait la biopsie des glandes salivaires à la biopsie de la synoviale, est-ce que ça améliorerait le pourcentage de diagnostic? Je ne pense pas. Ces amyloses à transthyrétine, on sait déjà que les biopsies des glandes salivaires accessoires ont une rentabilité assez médiocre, de l'ordre de 30% dans les amyloses à transthyrétine. Non, je ne vois pas trop l'intérêt. L'idée, c'est après de dépister l'atteinte cardiaque. François, une question? Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vraiment très, très intéressant. Moi, j'avais une question plus guillemets, éthique et relation avec le patient, parce qu'à Montréal, en tout cas au Québec, on est à peu près 3 centres à activement faire des biopsies un petit peu selon le même procédé que vous. Mais la difficulté, c'est quand on annonce le diagnostic au patient. Et là viennent énormément de questions, parce qu'évidemment, le patient, on lui donne un diagnostic d'amyloïdose, il met ça dans le chat GPT, puis là, c'est la catastrophe. Et il me dit, mais là, vous n'avez pas de traitement à me donner, pourquoi on a cherché ça? Puis, quand on explique au patient, bah, écoutez, vous n'êtes pas, entre guillemets, assez malade pour qu'on vous donne des traitements, on rentre dans des discussions extrêmement difficiles. Donc, je voulais savoir un petit peu comment vous gériez l'annonce du diagnostic. Oui, c'est une vraie question. On prend le temps en consultation, on en parlera tout à l'heure sur la session avec les paramédicaux, avec les infirmières du service. Il y a un temps de consultation qui est long, parce que, en fait, bien sûr, il faut faire l'électrocardiogramme et l'échographie, mais surtout, avant de commencer tout ça, il faut passer un bon quart d'heure pour expliquer au patient pourquoi il est là, pourquoi on veut. Et généralement, les patients sont très satisfaits. Ils arrivent avec un petit peu de réticence et presque de l'animosité, et ils repartent très contents, en fait, que le chirurgien ait pensé à faire la biopsie et qu'ils vont être suivis comme ça après. Mais c'est un temps d'information qui est
important. Et il y a un temps d'information. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que si tous les chirurgiens orthopédiques se mettent à faire des biopsies tout venant, quand on voit que c'est 18% de positivité dans le tout venant, et que pour un gros centre de la main comme à Angers, il y en a des dizaines tous les jours, et à un moment donné, il va y avoir un problème de temps humain. Joël ? Oui, justement, c'est la question. Chez quel patient vous faites des biopsies? Est-ce que vous le faites de façon systématique? Moi, mon chirurgien orthopédiste, il m'a dit, moi, de toute façon, je le fais par voie endoscopique et je ne fais pas de prélèvement, quoi. En fait, lui, ça ne l'intéresse pas. Il dit que ça complique d'ouvrir. C'est une chirurgie plus compliquée pour vous s'il faut faire le prélèvement. Et est-ce qu'il faut vraiment le faire de façon systématique? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? C'est ce que j'ai expliqué. L'idée de départ, en fait, on avait fait ça de manière systématique. C'était justement pour identifier un petit peu des populations un peu plus à risque que les autres. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que maintenant, on a stratifié un petit peu le risque, on a des éléments. On n'est pas encore à l'intelligence artificielle, on se sert juste de l'intelligence naturelle pour le moment, de manière à cibler un petit peu les prélèvements. Et on a presque, alors des fois on se trompe, parce que voilà, mais on a presque déjà dès le départ, on sait quasiment si le prélèvement il va être positif à force de. Il y a quand même des associations un peu plus ou moins magiques qui sont pas scientifiques. C'est pour ça que je vous dis, pour le moment c'est plus des éléments de science, mais on stratifie un petit peu. Pour vous dire, moi je dois faire à peu près entre 10 et 15 canaux carpiens par semaine. Je dois en prélever entre 1 et 2. Donc vous voyez, ça, on est quand même sur une population qui a été vraiment ciblée dans la mesure où la cible des patients, c'est, on va dire plus de 60 ans, est quand même une cible qui n'est pas un volume de patients qui est important sur le canal carpien, où on a plutôt un âge du canal carpien pour la chirurgie qui est entre 45 et 55 ans, et essentiellement des femmes. Donc c'est vraiment une sous-population de notre chirurgie de canal carpien. Et dans cette sous-population, on va essayer de sortir les patients les plus à risque. Et c'est l'objectif, c'est-à-dire de donner des éléments à mes collègues de manière à ce qu'ils n'aient pas à changer leurs habitudes techniques, mais simplement se dire, ce patient-là, je peux lui rendre service. Et il est probable qu'avec le travail de cohorte qu'on fait avec Julien, on arrivera encore à stratifier encore plus en essayant probablement d'avoir des cibles vraiment très précises. Bon, ça c'est un peu notre espoir, on verra si on y arrive, mais après, sous endoscopie, pour faire rentrer la caméra, on est obligé de faire un trou. Et ce trou, il est souvent assez suffisant pour aller faire un prélèvement. Ce que je disais, et c'est ce que je vais répéter demain à la table ronde, c'est qu'il faut se mettre dans les conditions de faire une biopsie. Ça prend, quand on est habitué, ça prend 2 minutes de plus. Alors, c'est vrai que sur une chirurgie qui en dure 3, vous voyez, ça multiplie le temps par 2, mais en vrai, voilà. Vous avez montré que c'était moins rentable, non? Pardon ? Vous avez montré que c'était moins rentable. Ah non, c'est beaucoup plus rentable. On a, quand on stratifie le risque, on a... Endoscopie par rapport à la chirurgie conventionnelle. Alors, ça, c'est l'étude d'Osdag. Simplement, c'est une étude où ils faisaient le prélèvement à travers la caméra. C'est-à-dire qu'ils utilisaient la caméra comme ils allaient chercher le morceau à l'intérieur du canal carpien. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'une fois qu'on enlève la caméra, on a la cicatrice et on a accès, techniquement, on a accès à la synoviale. Il suffit juste de prélever le morceau. C'est une nouvelle chirurgie, c'est un deuxième temps de la chirurgie. Donc techniquement, c'est pas impossible. Merci beaucoup pour la réponse. Avant de passer la parole pour une synthèse à Jocelyn, une brève question. Il y a combien de chirurgies orthopédiques, de genoux, de hanches et de canaux carpiens opérés en France chaque année? Les canaux carpiens, c'est 130 000. D'accord. 130 000. Et le reste, je ne sais pas, mais c'est énorme. D'accord. C'est à peu près, quoi. C'est 100 000. Ouais, je pense qu'on est à peu Donc, près. Je me permets, tu te poses une énorme question sur laquelle on va répondre de septembre à décembre 2026. On a présenté ça à la SFR, Société Française de Rhumatologie, lundi. Demain, à la Société de la Chirurgie de la Main. C'est la campagne Caméléon. Merci, Lucie. Où on va faire donc une campagne d'information et de dépistage, donc d'information de septembre-octobre, lors de la Journée mondiale du cœur jusqu'à la Journée mondiale de l'amylose. Et après, on va lancer le dépistage dans plus de 40 centres qui ont répondu positif, à partir d'un questionnaire qu'on va bâtir et qu'on est en train de construire tous ensemble, une grande partie des experts qui sont là, de façon à pouvoir dépister ces patients et essayer d'avoir quelque chose, alors pas avec la biopsie évidemment, mais après la biopsie, de tous ces gens qui ont été opérés de multiples atteintes et de voir quelles atteintes peuvent nous aider à dépister des gens qui ont déjà l'amylose cardiaque et gagner du temps. Des red flags avant la... Des red flags cardiaques et rhumato-ortho, et voilà. Merci beaucoup. On te laisse la parole, Jocelyn, pour la synthèse.
D'où le camélon et notre Guyanais, voilà. Alors, pas simple de faire une synthèse de tout ça, je vais essayer. Ce qu'on a appris quand même avec Thomas Bourdin, c'est que oui, dans les amyloses, quelles que soient ces amyloses, que ce soit les amyloses AA, que ce soit les amyloses à transthyrétine et historiquement les bêta-2 microglobulines, on a de l'amylose. L'amylose, c'est quelque chose de très fréquent dans les atteintes rhumatologiques, sont quelque chose de très fréquent dans les amyloses. Donc ça, on en est convaincu. Ce qui est nettement moins clair, c'est comment on va utiliser ce signal-là pour aller dépister les amyloses chez les gens qui ont ces atteintes rhumatologiques. Quand on a 130 000 canocarpiens opérés chaque année, on imagine que le poids va être extrêmement lourd à porter. Et donc c'est compliqué. Il y a un mot que j'ai retenu dans la présentation de Thomas Bourdin. Jusque-là, j'avais entendu dans l'IRM, c'est la notion de précession. Alors, c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais précession pour nous rappeler que ces atteintes rhumatologiques, très souvent, annoncent la survenue dans les années qui viennent d'une cardiopathie amyloïde. Nicolas Bigorre nous a fait un très beau topo. Et de ce que j'ai retenu, c'est qu'au-delà des techniques chirurgicales qui sont utilisées, il y a des choses qui sont relativement communes. Premièrement, essayer de cibler le tissu ténosynovial autant que possible. Deuxièmement, prendre le plus possible de matériel. Et une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit quand même que c'est pas très sensible pour retrouver de l'amylose. C'est 2 malades sur 10. Et donc ça nous renvoie à est-ce qu'il faut encore faire cette analyse de façon systématique. Une fois qu'on a dit ça, on se dit que si on souhaite travailler, le rhumatologue ou le chirurgien orthopédiste, il ne va pas faire ça tout seul dans son coin. Et il est absolument indispensable que les cardiologues parlent aux rhumatologues, que les cardiologues parlent aux chirurgiens orthopédiques et inversement, que les chirurgiens orthopédistes puissent avoir un cardiologue qui soit appétent à prendre en charge ces patients. Après, retenons avec Julien Jantot qu'aujourd'hui, le traitement des cardiopathies amyloïdes existe, le traitement des neuropathies amyloïdes existe, le traitement de ces atteintes rhumatologiques percées n'existe pas. Et donc, tout le sport, ça va être une fois qu'on a fait le diagnostic, quand on suspecte, ça sera de suivre ces patients jusqu'à ce que la maladie apparaisse et qu'on puisse lui proposer un traitement avec toutes les sorties de route possibles, qui est qu'en attendant l'amylose, il peut y avoir une autre maladie qui est soit présente, soit survenir. Donc il faut c'est un sport et il faut être ouvert à tout. Et puis, pour finir, je dirais qu'il y a des choses que je n'ai pas entendues là. Et dans ce que je n'ai pas entendu, c'est pourquoi ne pas... On a dit que les cardiopathies amyloïdes sont une cible thérapeutique, les neuropathies amyloïdes, mais pourquoi les atteintes rhumatologiques ne pourraient pas aussi être une cible accessible au traitement médical? Donc ça, je ne l'ai pas entendu et on pourrait y réfléchir. Et la deuxième chose, c'est que on n'a pas beaucoup parlé des variants, des populations à gènes variants. Enfin, moi, je suis sensibilisé. On a une population qui est riche en variants, mais peut-être aussi que l'approche va être différente dans ces populations à forte endémie d'amylose à transthyrétine. Voilà.